Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91, oui, pas seulement 91, Île-de-France. Voilà, aujourd'hui, entretien avec Jean Molinet, adhérent UPR, activiste UPR aussi, à propos de son ouvrage Peut-on bâtir une démocratie? Voilà, et avec un certain nombre de définitions de mots, parce que comme disait Confucius, lorsque les mots perdent leur sens, l'homme perd sa liberté. Donc on va revenir sur un certain nombre de mots. Donc la première partie, ça sera l'intro avec déjà qui est Jean Molinet. Puis un constat que la démocratie n'a jamais existé, à part une ébauche rapide sous Athènes. La deuxième partie, ça sera justement le sens des mots. La langue est une convention, et donc plus il y a de richesse dans le vocabulaire, plus ça permet de structurer une pensée cohérente et riche. Donc on aura la démocratie, on aura avec la démocratie représentative, la démocratie participative, la démocratie populaire, alors pléonasme, oxymore, on verra tout ça. La citoyenneté, la souveraineté, la constitution, le débat, l'élite, qu'est-ce que l'élite, l'État, la nation, l'éducation, l'instruction, et puis la dernière grosse définition, la monnaie, l'argent. Voilà, ça va être un gros pavé avec une chose assez excellente, un exemple avec l'eau, et puis un exemple avec, enfin un rapprochement avec l'eau et un rapprochement avec les porte-avions. Voilà. Et puis, donc ça sera la deuxième partie. Et la troisième partie, ça sera l'idée générale en fait de ton livre, Oui. qui est Peut-on bâtir une démocratie? Voilà. C'est-à-dire l'agora communale et puis le citoyen qui légifère lui-même au sein de cette agora communale et tout ce qui est député, sénateur, maire, ils légifèrent plus du tout en fait. Ils font plus de décrets. Ils sont juste là des exécutants en fait. Ce sont des cadres exécutifs Voilà. de la véritable démocratie, comme toi tu l'as réfléchi, Voilà. l'agora communale. Puis après, on aura la conclusion sur la responsabilité de chacun, et puis l'histoire du colibri, enfin bref. Voilà, absolument. Donc, on va parler très très fort parce que moi, j'ai l'habitude d'hurler. Oui, Le micro, je peux avoir une voix qui porte aussi. eh ben, c'est Normalement, super. on devrait m'entendre. Alors, attends, voilà. Oh, Voilà. très belle nappe, hein. Non, Voilà. voilà, non, Ah, c'est bah une oui. serviette. J'ai Voilà. jaune constituant 91. Voilà. C'est magnifique. Alors, on va rapprocher. Un petit peu. Voilà, Et écoute, et on c'est devrait bon, on m'entendre est bon. d'autant mieux. Alors, introduction. Qui êtes-vous, monsieur Jean Molinet? Vous avez été routier au Canada. De routier au Canada à informaticien freelance à Paris. Touche à tout. Menuisier aussi. Passionné, amoureux des mots. Alors, pas amoureux des mots, mais attaché au sens des mots, attaché à, justement, on parlait de la richesse d'un vocabulaire. Et de fait, je suis autodidacte assez généralement. Je suis passé par toutes sortes de métiers jusqu'à la route que j'ai exercée pendant 7 ans et demi comme routier longue distance où je vivais au Canada à l'époque. Et ça m'a amené à la faire de l'informatique que j'exerce toujours aujourd'hui comme développeur indépendant à mon compte. Et je ne suis donc pas un auteur, je suis un auteur accidentel. Ce livre, c'est là qu'en l'écrivant, j'ai vu aussi l'importance du sens des mots parce que il faut qu'il puisse être lu par tous et compris par tous. Et donc, il faut employer les bons termes. Et il y a aussi le constat de la démocratie. Alors, voilà. Et je commence, en fait, c'est ça, surtout par un constat sur lequel je ne m'étends pas. Des constats, on en trouve énormément sur Internet. Mais le premier constat, c'est qu'en réalité, si on s'attache au sens du mot démocratie, la démocratie n'a en réalité jamais existé nulle part. Dans une certaine mesure, elle a existé à Athènes il y a 2500 ans, c'était la République d'Athènes. On a vu des expériences de tirage au sort sous la Renaissance en Italie, la République de Venise, la République de Gênes. On a le système des référendums citoyens en Suisse, par exemple, ou il y a en Californie. Mais un régime qui soit une démocratie dans un pays, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Donc quand on entend aujourd'hui dire que la France est une démocratie, c'est un mensonge. Alors ça nous amène directement à la deuxième partie, là, le sens des mots, définition des mots, et puis le premier, peut-être le plus important, démocratie, démos, kratos, démos, le peuple, Le peuple, et kratos, Kratos le pouvoir. Ça, c'est son sens donc étymologique.
ça donc définit qui a le pouvoir, qui possède le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quel pouvoir? C'est le pouvoir d'établir la loi et de la faire appliquer. Donc dans une démocratie, si on prend le sens propre du terme, c'est le citoyen qui légifère et qui fait appliquer la loi. Alors éventuellement, il va pouvoir désigner un exécutif qui va, pour des raisons pratiques, faire appliquer la loi sur l'ensemble du territoire. Mais pour la définition de la loi, il ne confie ça à personne. C'est lui-même qui la définit. Donc on laisse pas le soin à des sénateurs ou à des députés de roupiller ou d'être sur Tinder, hein, comme on les avait surpris à côté de l'Assemblée nationale. Voilà. On leur laisse pas le soin à eux de définir la loi et de la créer. Alors, il y a quand même des exemples assez rigolos. Démocratie populaire. Alors, Par exemple, une démocratie populaire. voilà. Alors, démocratie populaire, ou l'expression qui est sortie, je dirais relativement récemment, qui est la démocratie participative, en français, ça s'appelle un pléonasme. Sinon, il va falloir m'expliquer ce que veut dire le mot démocratie tout court. Alors, pléonasme, c'est une répétition, Voilà. c'est une redondance. C'est une redondance, c'est une répétition qui dit la même chose. Donc, finalement, mais dans l'esprit des gens, quand on vous rajoute ce genre de mots participatifs, les gens se sentent concernés, ont l'impression qu'on va les faire participer, que leur voix va enfin changer quelque chose. Mais dans la pratique, on peut constater tous les jours que c'est pas vrai. Donc la démocratie est par essence même participative, comme elle est populaire. C'est sa colonne vertébrale, c'est la participation du citoyen à la vie politique. Donc quand quelqu'un, surtout des politiques ou des journalistes, lance du démocratie populaire ou participatif, voilà, attention, là, c'est de la langue de bois. C'est de la langue de bois. Démocratie représentative. Là, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle en français un oxymore, c'est-à-dire que ce sont deux concepts qui sont antagonistes. Si on parle du représentant, le représentant n'est pas le démos. Il représente le démos, donc il fait la loi à la place du représenté. Donc c'est un oxymore. Ça n'est pas, c'est soit c'est représentatif, soit c'est une démocratie, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. D'accord. Déjà, ça pose pas mal de choses. On va parler de citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté? Alors, le citoyen, déjà, ça ne se limite pas à aller mettre un bout de papier tous les 5 ans dans une boîte. Le citoyen, il a droit de citer, hein, si on reprend l'étymologie, c'est dire qu'il participe activement à la vie politique de sa communauté nationale ou même locale, hein, éventuellement. Le citoyen, il faut distinguer la citoyenneté de la nationalité. Je suis pour ma part partisan d'avoir une nationalité d'office qui ne s'enlève pas, mais qui ne s'acquiert pas non plus. La nationalité, on l'a de naissance par ses parents, voire éventuellement par le pays si le droit du sol est appliqué, ce qui n'est pas vrai partout. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes français, puis vous êtes en voyage et votre épouse accouche en Suisse. Ou aux États-Unis, à Hawaï, avec les Japonaises. L'enfant n'aura pas la nationalité du territoire. Donc alors que si l'enfant accouche à Hawaï, il sera américain. Voilà, mais s'il accouche en Suisse, il restera de la nationalité de ses parents. La citoyenneté, c'est autre chose. C'est le droit de citer, c'est le droit de participer à la vie politique, c'est indépendant. Et c'était d'ailleurs un des éléments de la démocratie athénienne, c'est que ne pouvaient participer à l'agora que les citoyens. Et donc, quand tu dis démos kratos, ce peuple, le pouvoir du peuple, c'est le peuple de citoyens. C'est un peuple de citoyens, voilà. Alors, c'est pour ça que je reprends des idées, des principes généraux de la démocratie athénienne, mais je ne reprends pas tout, bien évidemment, puisque, à Athènes, les femmes n'avaient pas accès, les esclaves, les étrangers, les métèques, ce qu'ils appelaient les métèques, mais l'idée, c'est le principe, l'idée générale que j'essaye de reprendre en l'adaptant à nos us et coutumes, c'est-à-dire que la voix d'une femme n'a pas aucune raison de valoir moins que la voix d'un homme, ni plus d'ailleurs, hein, elle a la même valeur. Les esclaves, en théorie, il n'y en a pas. Je dis bien en théorie, parce que dans la pratique, c'est autre chose. La citoyenneté, c'est des droits et c'est aussi des devoirs. Je souligne à un moment donné dans l'ouvrage que, par exemple, on nous a supprimé le service militaire. C'est Chirac qui avait fait ça. Mais en réalité, le citoyen doit être prêt à défendre sa nation. Il n'est pas tout à fait incongru qu'un citoyen ait une formation de base. Alors, qu'on révise
le mode de fonctionnement d'un tel service, mais ça peut être aussi un service national qui ne serait pas militaire pour les objecteurs de conscience, pour les femmes. Ça peut être un service dans des hôpitaux, ça peut être un service dans un système public de défense de la nation ou d'aide. Donc tu es en train de nous dire finalement que si le citoyen n'est pas prêt à mouiller le maillot pour l'équipe, pour le collectif, ben, en fait il n'a pas à être citoyen. Voilà. C'est-à-dire que tu es prêt à porter des armes pour défendre ta liberté, enfin la liberté qu'on aura acquise à la fin de ce cycle révolutionnaire qu'on est en train de vivre en tant que gilet jaune. Oui, c'est une question de cohérence d'ensemble. C'est qu'on défend la nation, mais la défendre, on est prêt à la défendre jusqu'où? Est-ce qu'on est prêt à aller si un pays voisin a des velléités coloniales chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire comme les poilus en 14, partir la fleur au fusil en chantant pour tenir les tranchées? Ou est-ce qu'on va attendre que là maintenant c'est des militaires professionnels qui vont aller le faire et nous on va prendre les bombes sur la figure? Donc en fait c'est des pistes de réflexion très intéressantes. C'est est-ce qu'on est prêt à mouiller le maillot et donc à risquer lourd pour défendre les principes pour lesquels on est en train de se battre actuellement. Voilà, alors ça dirait c'est l'aspect devoir, et puis il y a l'aspect droit, le droit d'accéder par exemple à des postes publics, et ça veut dire que aussi le citoyen qui ne respecte pas la loi, il ne serait pas incongru de lui retirer sa citoyenneté, et le cas échéant, s'il a un poste public, on le lui supprime aussi, il n'a plus le droit de l'exercer. Tu penses à un maire récemment Non, ça n'a rien à voir. J'oserais pas. Non, parce que là, ils font une cagnotte pour lui payer ses cautions. Oui, le pauvre Biquet, oui. D'accord. Donc là, c'était citoyenneté. On a le mot d'après, c'est souveraineté. Alors, la souveraineté, il y a la souveraineté individuelle, puis la souveraineté et la nationale. Souveraineté nationale. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, la différence entre les deux. Alors, la souveraineté nationale, je vais commencer par là. Il y avait une définition qui avait été donnée il y a bien des années par Marie-France Garot à une émission, je pense que c'était chez TDI, je ne me rappelle pas, j'avais pas de télévision, donc j'ai vu les vidéos plus tard, peu importe. Elle a dit il y a 4 attributs à la souveraineté. Battre monnaie, faire les lois, rendre justice, décider de la paix ou de la guerre. Alors, ça, c'est être souverain. Ça, c'est l'État souverain. L'État souverain, battre monnaie, c'est mort puisque c'est l'euro. Alors aujourd'hui, pour la France et tous les pays de la zone euro, c'est mort puisque c'est la BCE, donc c'est décidé à Francfort. D'accord. Même si on a toujours nos banques nationales. Il y a toujours une banque de France parce que... Oui, mais elle imprime du franc CFA. Alors, non, mais c'est pas pour ça. C'est parce que les euros, c'est pas une monnaie unique. Il y a 22 euros en Europe. Enfin, dans la zone euro. C'est le code en bas, là, le Z. Il y a un code, il y a un numéro sur les billets de banque qui correspond au pays qui l'a émis. Ce sont des monnaies nationales à valeur de parité 1 pour 1 qui sont échangeables dans tous les pays de la zone euro. Mais ce sont des monnaies nationales. Hein. Ce ne sont pas des monnaies, c'est pas une monnaie européenne. C'est une embrouille. Alors, il y a d'autres explications des gens, mais enfin, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Mais tu es en train de nous dire que si on quitte par exemple l'euro, il suffira de mettre un tampon sur les euros imprimés en France pour avoir notre franc à nous? Oui, mais ça, voilà, c'est un franc. Et puis on refera des billets avec d'autres têtes dessus. Et pour éviter les histoires d'arrondis, on reprend un franc avec une parité 1 pour 1, 1 euro pour un franc. Comme ça, il n'y aura pas les arrondis qu'on a eu dans l'autre sens. Alors, autre point pour la définition de la souveraineté nationale, c'est faire les lois. Voilà, et aujourd'hui, on a une assemblée qui est principalement occupée à transposer en droit français les directives de la Commission européenne. Qui est une entité très démocratique. Qui est une entité tout à fait démocratique, des technocrates non élus qui décident de faire les lois et qui décident que les tailles des sièges de tracteurs ou que la dimension entre les pointillés des papiers toilettes va être définie par... Sérieux, ils bossent là-dessus? Je ne sais pas pour le papier toilette, mais ils sont tout à fait capables d'avoir ce genre d'insignifiance, oui. Et puis il y a 30 000 lobbyistes qui tournent autour. Voilà, mais Bruxelles est la 2e place mondiale après Washington en lobbying. Hein. Et encore une fois, c'est pour l'intérêt de qui? C'est l'intérêt, ça coûte extrêmement cher à nos petites entreprises. 80% des entreprises en France n'exportent pas. Donc ces normes ne devraient même pas les concerner. Mais ils sont obligés de mettre les normes en place, donc avec quelquefois du matériel, ça leur coûte extrêmement cher. C'est des milliards, des dizaines de milliards. Le producteur de miel du coin, par exemple, doit avoir des normes au niveau hygiène des labels, qui sont européennes. etc. Absolument. Alors après, il y a le 3e point, c'est rendre justice. On est souverain, un pays est souverain quand il rend justice. Alors déjà, la justice est définie, les lois étant définies par la Commission européenne. La justice, et au-dessus de la justice en France, on a quand même la Cour de justice de l'Union européenne. Donc là encore, c'est une autre souveraineté qui n'est pas la nôtre, qui est Bruxelles. D'accord. Donc on a déjà perdu 3 points sur les 4 là.
on a finalement, oui, on a déjà perdu 3 points. 3 points. Et puis, Et il reste décider de la paix ou de la guerre. Bah ça, comme on fait partie de l'OTAN. Et ben, comme voilà, M. Sarkozy nous a réintégrés dans le commandement intégré, c'est l'article 42 du traité de l'Union européenne qui nous place sous la tutelle de l'OTAN, et c'est donc le siège est à Bruxelles, mais c'est dirigé par Washington. Donc là, dans toutes les affaires actuelles avec la Turquie, la Syrie, voilà, les Kurdes, etc., voilà, bah, grosso modo, on peut être entraîné dans une guerre mondiale. Voilà, absolument. Actuellement, ça commence à se tirer dessus en ce moment entre les Syriens et les Turcs dans le nord de la Syrie. Donc, comme la Turquie est membre de l'OTAN, on est censé aller les aider. Alors que les troupes spéciales françaises étaient du côté des Kurdes. Enfin bref, un vrai micmac. Oui, pour ne pas employer un terme plus merdier. grivois. Voilà. Merdier. Voilà. Alors là, c'était souveraineté. La souveraineté nationale. La souveraineté individuelle, c'est quoi? Alors là, c'est une approche qui est plus personnelle, mais je dirais s'approche de la souveraineté, la liberté, et la liberté individuelle, c'est-à-dire c'est la libre choix, la libre pensée, le libre arbitre. C'est chacun, par son libre arbitre, décide de ses choix, de ses actes, selon ce qu'il juge qui est juste pour lui. Mais alors, la souveraineté nationale, ça serait l'addition de 68 millions de souverainetés individuelles, c'est ça? C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que des individus forment nation en partageant des valeurs communes. Donc, leur libre arbitre va les amener à considérer comme juste pratiquement tous sensiblement la même chose. D'où l'importance de l'éducation ou l'instruction nationale. Oui, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Et puis, des médias de masse, la propagande de masse. Oui. Qui influe sur la création de l'opinion publique. Bien sûr, la fabrique du consentement et la manipulation des opinions qui essaye de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Et pour l'instant, on a toujours essayé de diviser le peuple français entre droite et gauche. Et maintenant, ce qui est complètement artificiel. Et maintenant, c'est entre foulard et pas foulard. Voilà. Voilà. Mais ils trouveront autre chose, t'inquiète pas, oui, il y aura chauve, rouquin, gros, voilà. Mais droite et gauche, chaque fois que j'ai posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que signifie être de gauche ou être de droite, j'ai pratiquement eu autant de réponses que j'ai eu d'interlocuteurs. Pour moi, ça n'a aucun sens. L'origine, c'était une séparation à l'Assemblée quand il y a eu en 1793, à peu près. Il y avait d'un côté la bourgeoisie et de l'autre côté, je ne sais plus, le tiers-état, enfin bon. Bref, il y avait une idée, il y avait un fondement à gauche-droite. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. On va passer à l'autre mot qui est très important et que toi, tu as défini dans ton livre, dans ton ouvrage, c'est débat. Alors, oui. Alors la différence entre joute oratoire et débat. Oui, parce que... c'est quoi un débat? Alors le débat, ça n'est pas ce qu'on nous présente dans les émissions à la télévision, à la radio, enfin bon, un débat BFM. Moi, j'appelle pas ça un débat, c'est une joute oratoire, c'est-à-dire c'est une lutte d'opinion où chacun des protagonistes va défendre, vaille que vaille, son opinion sans s'intéresser à l'opinion de l'autre. Ça va être à celui qui parle le plus fort. D'accord. Ils sont pas là pour trouver un point d'entente, une convergence? En théorie, ils devraient. Mais... Ils ne le font pas parce qu'en réalité, ils ne cherchent pas où est la convergence possible. Il faut se demander, le débat, qu'est-ce que c'est? Si je reprends une bête définition, vous prenez le dictionnaire Larousse qui est sur l'armoire du salon tout à l'heure chez vous, discussion parfois modérée entre personnes d'avis différents. Alors il faut s'interroger sur ce qu'est une opinion, comment est-ce qu'elle se forge. Ça commence par l'éducation que vous ont donnée vos parents quand vous étiez petit, puis après ce que vous avez appris à l'école primaire, puis secondaire, quelquefois universitaire. C'est les livres que vous avez lus, les gens que vous avez rencontrés, les voyages que vous avez faits. C'est toute votre vie qui fait que vous vous êtes forgé une idée sur tel et tel et tel et tel sujet. Donc on a de toute façon mécaniquement des parcours individuels distincts. Donc nos opinions sur des sujets vont être quelquefois un écart qui va être à la marge, d'autres fois qui vont être radicaux. Mais pas parce qu'il y en a un qui a raison ou l'autre qui a tort. C'est parce que vous connaissez des choses que j'ignore, je connais des choses que vous ignorez. Or, un vrai débat consisterait à mettre sur la table les éléments et identifier les manques des uns et des autres pour qu'on puisse construire une base commune de réflexion. Parce qu'à un moment donné, vous allez dire « oui, mais tel élément ». Et là, je vais peut-être m'apercevoir que « mais attendez, si vous me dites ça et que c'est vrai », mais ça veut dire que ça remet tout en cause, ça remet tout en l'air mon opinion. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis déjà à la base. Puis oui. On apprend, on est dans un processus d'apprentissage tout au long de notre vie. Mais c'est bien ce que je dis, c'est que justement le débat est une place d'apprentissage et ça veut dire aussi qu'un débat ne pourra pas nécessairement être terminé à une première session. Je vais devoir valider
l'élément que vous m'avez sorti, en vérifier, me documenter, et puis vous allez devoir faire pareil, parce que moi je vais peut-être avoir... Et à terme, on refait une autre session, et on va peut-être arriver à une solution convergente commune. Mais alors là, tu vois, ça nous fait vraiment penser à quelque chose qu'on a suivi avec soin, c'est les débats sur Sud Radio entre Elisabeth Lévy et Étienne Chouard. Oui. Où on avait quelqu'un, Elisabeth Lévy en particulier, qui montait dans les tours et qui frisait l'hystérie. Et elle n'était pas du tout dans de l'échange, en fait, pour essayer de trouver un point commun, pour le bien commun. Enfin, voilà. Oui. Elle était à essayer d'imposer par des joutes oratoires, par des effets de style, par des sophismes. Tu vois, c'est toutes ces, ces embrouilles d'orateurs, Oui. où tu fais des glissements, tu fais des associations, et ça t'empêche d'être sur le fond, tu es juste sur la forme. Et tu essayes de gagner en étant sur la forme. Une sorte de show en fait à l'américaine. Oui, mais il y a un aspect, alors il y a un côté peut-être un peu plus subtil, c'est que à partir du moment où on a mis nos éléments sur la table, après il va être question de la bonne foi des participants qui sont disposés à reconnaître que peut-être qu'ils se sont trompés. Et ça va être le plus difficile parce qu'on a tous bien appris à ne pas admettre de s'être trompé. Et c'est l'orgueil qui joue là. Là, on s'attaque à quelque chose qui est beaucoup plus personnel et qu'on n'avouera jamais, qu'on n'aime pas se faire moucher par un adversaire qui a raison. Donc, on va essayer de trouver une formulation qui fait que, bon, on va essayer de convaincre. Mais en réalité, on voilà, retombe on sur ses pieds, alors c'est pas... le prochain terme, c'est la Constitution. Alors, la Constitution, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, c'est le texte fondateur des règles de la vie politique du pays. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est les règles qui vont définir les règles du pouvoir, tout simplement. Alors, c'est qui donc doit les écrire, ces règles-là? Alors, comme le dit fort bien Étienne Chouard, c'est pas à vous que j'apprendrai ça, ça n'est pas aux gens qui sont au pouvoir d'écrire ces règles de pouvoir, puisque ça les place de facto en conflit d'intérêts, mais c'est aux gens, au service de qui le pouvoir va être exercé, de définir ces règles, donc les citoyens. Puisque c'est les citoyens qui doivent normalement légiférer. Et d'une certaine manière, on peut dire que la Constitution est une forme de législation, mais c'est la législation supérieure, c'est le texte au-delà duquel aucune loi ne pourrait être appliquée. Si ça déborde, si ça outrepasse la Constitution, ça ne marchera pas. Il n'y aurait rien au-dessus de la Constitution? Alors, moi j'ai évoqué une idée dans mon livre qui est inspirée d'une œuvre de science-fiction que certains reconnaîtront peut-être, qui s'appelle le cycle de la Fondation. C'est pas Dune, ça? Non, c'est Isaac Asimov. Et il a élaboré une chose que beaucoup de gens connaissent, qui est la loi de la robotique, les 3 lois de la robotique. Un robot doit obéir à un être humain. Un robot, un robot ne peut pas nuire, ne peut pas blesser un être humain. Un robot doit obéir à un humain, sauf si ça contrevient à la première loi. Et un robot doit se préserver, sauf si ça contrevient à la première ou la deuxième loi. Alors bon, c'est discutable, c'est valable, c'est pas applicable, c'est pas... Ce qui m'intéressait, c'était le principe général. Et je me suis dit, fondamentalement, qu'est-ce qui empêcherait qu'on ait ce que j'appellerais une loi des lois, un texte extrêmement court, 1, 2, 3 articles maximum. Au-dessus de la Constitution. Au-dessus de tout texte, il n'y aurait pas un texte, une loi, une constitution, un décret, et rien qui pourrait outrepasser ça, qui simplifierait la chose, et qui serait sur le principe de nuire à autrui ou ne pas nuire à autrui. Le bien commun? C'est un concept un peu abstrait, le bien commun. Alors que définir si ça nuit ou ne nuit pas à autrui, ça c'est plus palpable, plus tangible déjà. Et on pourrait avoir un texte comme ça et aucune loi ne pourrait outrepasser ce texte-là. Ça serait assez énorme, hein? Mais parce que ça simplifierait énormément la législation, on n'a pas besoin de légiférer sur tout et n'importe quoi. En tout cas, ça laisse des... Ça interdit le procès d'intention aussi. Parce que le procès d'intention, il est en permanence. Quand on nous limite la vitesse à 80 sur la route, c'est un procès d'intention. Parce qu'on dit, vous allez blesser quelqu'un si vous roulez à 90 et que vous avez un accident. Donc là, suivant l'exemple d'Asimov, il y aurait la loi au-dessus de la Constitution qui serait très courte et qui dirait, en fait, comme pour les robots, en fait... Parce que comment fonctionne la loi de la robotique? C'est que ces 3 lois sont inscrites dans ce qu'on appellerait la mémoire ROM de la machine. C'est-à-dire, c'est avant même qu'il y ait le moindre programme là-dedans. Et il n'y a pas une ligne de la programmation de l'ordinateur ou du robot ou de la machine quelconque qui peut outrepasser ces 3 lois-là. Donc on sait que la machine ne peut pas violer cette loi-là, donc bon, à part que, évidemment, c'est un roman, et puis il y en a un qui l'outrepasse. Mais bon, l'idée générale, le principe, c'est un texte simple que tout le monde comprend,
on peut faire comme ce qu'a fait je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud. Les enfants, quand ils apprennent à lire, on peut se servir de ce texte. Ils apprennent à lire avec ce texte. Il y a en Amérique du Sud un pays où les enfants apprennent à lire la Constitution. Je crois que c'est au Venezuela. Voilà. Mais alors là, pour les fans de science-fiction, parce que bon, on a tous nagé dedans. On peut reprendre. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette couverture? Alors c'est une création maison. Les mains, c'est les miennes. Vous voyez, enfin, les amateurs auront reconnu Matrix. Pilule bleue, pilule rouge. Pilule rouge. C'est-à-dire soit on descend dans le terrier et on creuse, soit on se rendort et puis on se réveille et puis rien n'a changé. Il y a un deuxième clin d'œil, c'est-à-dire que vous voyez un dégradé du noir vers le blanc. En fait, vous partez de la nuit, vous allez vers la lumière. Parce qu'en fait, Matrix, c'est une transposition version science-fiction au XXIe siècle de la parabole de la caverne Socrate. Ou de Platon, c'est selon, mais enfin Platon écrivait ce que disait Socrate. Pour toi, Matrix, c'est extraordinairement bien traduit. On est dans un théâtre d'ombre. Les grands médias nous inondent d'informations. Quand vous lisez, moi je l'ai lu, alors je l'ai découvert dans Platon, que j'ai par ailleurs énormément de mal à lire. Je trouve ça extrêmement pénible. Comme tout le monde. Le style rédactionnel. Mais ça explique bien que vous imaginez, vous êtes dans un espèce de fauteuil et tout ce que vous voyez, et vous pouvez voir, quel que soit le mouvement que vous faites, c'est ce qui est affiché sur devant vous. Donc c'est la circulation, etc. Mais supposez que vous puissiez à un moment donné vous retourner. Déjà, il faut vous rendre compte que vous pouvez vous retourner. Et vous vous apercevez qu'il y a une autre genre de lumière qui n'est pas la même que celle que vous avez devant les yeux. Et vous vous apercevez qu'il existe un autre monde, qui n'est pas celui qu'on vous affiche devant les yeux. Or, celui que vous avez devant les yeux, c'est des projectionnistes qui sont derrière vous, qui l'envoient par-dessus et qui vous affichent la vie. C'est BFM, là. C'est BFM, c'est LCI, c'est News, TF1, France Inter, etc. Ils jouent avec des codes, en plus, c'est d'hypnose. Oui, mais par qui sont-ils financés? Par les 8 oligarques qui gèrent, pour notre bien, les médias oui, français. mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est peut-être parce que ça leur rapporte aussi. C'est pas des philanthropes. Il y a peut-être des... on n'a jamais vu, moi j'ai jamais vu un milliardaire gagner son argent par la sueur de son front. C'est bien plus reposant de le faire à la sueur du front des autres. Et sachant que les médias sont déficitaires, donc si ils investissent autant d'argent, c'est bien pour formater l'opinion publique. Voilà. On va passer maintenant à la définition, ça serait super intéressant. On aurait des heures. Continuer des heures, c'est clair. Vous aussi les amis, je suis certain qu'on pourrait passer des heures, mais... on a des contraintes matérielles. On va passer au prochain terme, c'est élite. Alors l'élite. Qu'est-ce qu'une élite? Voilà, parce qu'on nous parle de l'élite actuellement en nous présentant nos politiciens, ceux qui sont en général passés par les grandes écoles, que ce soit l'ENA, Sciences Po, HEC, etc. Mais en réalité, là aussi je m'appuie sur un dictionnaire. Je disais tout à l'heure, la langue c'est une convention. Toute action de groupe requiert une convention pour se coordonner. La langue dans une nation, c'est une convention. Le même mot doit pouvoir être compris de la même manière à Bayonne, à Strasbourg, à Brest, à Marseille, où vous voulez. Bon. Mais donc je m'appuie sur un dictionnaire. Ça, cette élite, c'est l'aristocratie. Alors, c'est un peu ça. Si je prends la définition, petit groupe considéré comme ce qu'il y a de meilleur, de plus distingué. D'élite qui se distingue par de grandes qualités. On parle d'un sujet d'élite. Donc tu vois Macron, c'est l'élite? Non, alors, là, c'est la décadence de l'élite. Non, alors voilà, ça nous est présenté comme étant l'élite. Mais l'élite sous-entend la qualité, sous-entend l'excellence. Il y a des gens c'est le gendarme Beltrame en fait. L'élite, la vraie élite, c'est le gendarme Beltrame. Voilà, qui va sacrifier sa vie pour sauver quelqu'un. Voilà, c'est certains journalistes qui vont, contre vents et marées, Élise Lucet. C'est un exemple. Là, c'est l'élite du journalisme, parce qu'elle se fout des codes et elle se fout de savoir quels intérêts elle risque de bousculer ou quel milliardaire elle va entraver. Elle va faire son enquête pour mettre au jour ce qui doit être mis au jour. Parce que, voilà. Pourquoi l'élite, la pseudo-élite qui est mise en avant par les médias, un monsieur qui est marié avec une dame qui est quand même très 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 âgée et qui pourrait avoir l'âge de sa maman quand même. Oui. Enfin, des choses vraiment bizarres. Ça sent un petit peu la fin de l'Empire romain. C'est très complotiste. Caligula, Néron, voilà. Ils foutent le feu partout. C'est ça. Pas à Rome mais à Notre-Dame. Enfin bref. Non mais voilà. Il y a des choses quand même. Il y a des choses qui puent. Est-ce que à ton avis, pourquoi ils se mettent en scène comme ça et ils n'ont aucune pudeur à se mettre en scène sur des choses, ils savent que ça va choquer.
Et pourquoi ils le font? Alors, c'est la lutte du vice contre la vertu pour essayer d'éradiquer la vertu. Pourquoi est-ce qu'ils emploient ces mots d'abord? Ils emploient ces mots parce qu'ils savent pertinemment que dans l'esprit de chacun d'entre nous, ces mots ont encore un sens. Pourquoi est-ce qu'ils emploient encore et qu'ils déforment à cœur de jour le mot démocratie, le mot citoyen, le mot... C'est la langue d'Orwell, ce que disait C'est la langue d'Orwell, en fait. mais parce que pour nous, ça a encore un sens vrai qui est le bon sens en général, mais il l'emploie de telle sorte qu'il le dévoie. Et pour essayer de nous faire croire, le principe de la langue de bois consiste à placer certains mots dans un discours, parce qu'il y a aussi autre chose, c'est que les gens entendent. Ils n'écoutent pas toujours, mais ils entendent, et la nuance est importante. Mais est-ce que c'est pour discréditer l'État, finalement? Oui. Avant son démantèlement en euro-région, c'est ça? Moi, je soupçonne qu'effectivement, pour arriver à ce niveau d'exagération de Macron, c'est pour vraiment discréditer totalement l'État, pour le faire sauter. Pardon. C'est le démantèlement de la France, c'est-à-dire que bon, il y a eu déjà le retour des régions qui avait disparu à la Révolution. Le retour des régions, ça a été Pétain, qui a remis les régions de France. Puis, ils ont fusionné les régions. Puis, ils ont commencé à fusionner les communes pour faire des communautés de communes. Les départements, à terme, vont disparaître parce qu'il n'y aura plus qu'à ce moment-là la communauté de communes et la région. Là, on discrédite et on fait sauter l'État et ça sera directement Bruxelles. Donc, Bruxelles qui va gérer des euro-régions, des colonies. Voilà. Ce que voudrait faire le représentant de la Corse, là, Talamoni, qui a dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante » dans le cadre de l'Union européenne. Ah bah c'est comme d'accord, c'est comme Barcelone, c'est comme la Catalogne. La Catalogne. C'est toujours dans le Mais cadre dans le cadre de l'Union européenne. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça va leur coûter d'ailleurs. Bah c'est ceux qui financent derrière, d'accord. Oui. Là, oui. On va parler État et nation. Qu'est-ce Alors, que l'État, qu'est-ce que la nation? Voilà, alors l'État et la nation, alors il faut que je reprenne un peu mes définitions parce que bon, la nation... Alors, la nation, ça regroupe à la fois un territoire, voilà, des institutions, et la sa population. Hein, qui va partager des choses en commun. Voilà. La langue, si je prends la définition en droit, communauté politique distincte des individus qui la composent et titulaire de la souveraineté. Ouais, donc la communauté politique, c'est les citoyens. Non, mais la communauté politique, c'est l'ensemble des citoyens, des individus qui la composent et titulaires de la souveraineté. Donc on parle de la souveraineté citoyenne aussi, hein, de la souveraineté de la nation. D'accord. Parce que sinon, la première définition, grande communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire et surtout qui possède une unité historique, linguistique, culturelle et économique plus ou moins forte. Et c'est là qu'on voit que d'ailleurs, l'Union européenne ne peut pas être une nation. Historiquement, on a des histoires qui ne sont pas les mêmes. Il y a trop de différences culturelles. Voilà, il y a trop de divergences, donc on ne peut pas effacer ça. Linguistique. Alors, linguistique, à la rigueur, ça pourrait peut-être se travailler. Moi, j'ai vécu pendant 12 ans au Canada, qui est bilingue. Il y a anglais et français. Non, regardez la Suisse. 27 langues. Voilà, la Suisse, ils ont 3 langues. Ils ont l'italien, le français, l'allemand. Mais tu vas apprendre le slovène ou le croate? Voilà, non. Mais parce que, alors, justement, ils essayent de contourner ça à Bruxelles en nous imposant le globish partout. Oui, mais là, on perd en qualité parce que on va être en anglais restreint, un anglais, un sous-anglais, on va dire, parce que ça ne sera pas du Shakespeare qu'on va nous enseigner, et qui n'a pas la même signification. Là encore, les mots ont un sens. Le sens des mots, on ne peut pas avoir la même richesse de vocabulaire. On va pas pouvoir. Pourquoi est-ce que le français a été très longtemps langue diplomatique internationale? Parce que la langue française a une richesse qui permet des subtilités et des nuances que ne permettaient pas aussi bien d'autres langues. Ça permet une pensée plus riche. Exactement, et quelque chose de beaucoup plus précis, surtout, d'extrêmement précis. Et là, si on nous impose l'anglais et qu'on détruit le français, pourquoi est-ce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui ne savent plus écrire? Ça arrange, parce que s'ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus penser non plus. Et voilà. Là, ça nous amène au concept d'État. Qu'est-ce que l'État? Et alors, l'État, c'est... faut que je reprenne la définition du dictionnaire, mais parce que moi, je parle de la structure administrative de l'État, c'est-à-dire... j'y suis, c'est là. État, entité politique constituée d'un territoire délimité par des frontières, une population et d'un pouvoir institutionnalisé. Donc c'est l'ensemble des pouvoirs publics, c'est l'appareil administratif. Voilà, c'est la deuxième définition, c'est ensemble des pouvoirs publics. C'est l'appareil administratif, l'ensemble. Alors je serais tenté de dire, par convention, je vais appeler l'État l'ensemble de l'appareil administratif, c'est-à-dire c'est le gouvernement, c'est les assemblées, c'est les préfectures,
toute la fonction publique, hein, la fonction publique hospitalière, toute l'instruction publique, hein, donc les écoles, les lycées, les universités, c'est certains laboratoires comme d'État, hein, le CNRS, des choses comme ça. Tout ça, c'est l'État. Donc c'est l'appareil administratif qui met en application les lois. Voilà. C'est l'État. Merci beaucoup. C'est une excellente idée. Alors, là, c'était l'État et la nation. On va passer à éducation et instruction. Alors, effectivement, parce qu'il y a un mot qui, à chaque fois que je l'entends, c'est très souvent justement dans le mauvais sens du terme, on dit il faut éduquer les gens. Et quand j'entends quelqu'un me dire il faut éduquer les gens, j'ai envie de lui répondre mais foutez-moi la paix, instruisez-moi de ce que j'ignore, mais l'éducation, vous m'excuserez, j'ai passé l'âge. Alors, l'éducation, en fait, c'est quoi? C'est la transmission d'un... Alors, l'éducation, c'est la transmission des valeurs de parents à leurs enfants. Valeurs morales. Valeurs morales, essentiellement. Les règles de vie en société, dis bonjour à la dame, mets pas ton doigt dans ton nez, c'est de l'éducation. Bon. Et l'instruction, c'est la transmission d'un savoir d'un enseignant à un élève. Si on parle d'éducation, pour ça, on avait un ministère qui s'appelle aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, mais qui, jusqu'en 1928, s'était appelé le ministère de l'Instruction publique, et qui devrait reprendre cette titulature. Donc là, l'État français, la Res Publica française, avec les loges maçonniques derrière, et on sait que c'est un travail des loges maçonniques. Bien sûr. On dit, voilà, c'est à l'école de faire l'éducation des enfants, pas seulement l'instruction. C'est-à-dire s'ingérer dans les prérogatives familiales pour faire sauter, parce qu'un des nœuds de la nation, ça reste la cellule familiale. Si vous arrivez à faire exploser ça, vous faites sauter la nation. Or, en reprenant aux parents leurs prérogatives d'éducation, vous leur donnez une éducation différente aux enfants. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des incivilités, parce que l'école ne fait pas ce rôle-là. Alors, il y avait une ministre, je crois, sous Hollande, qui avait dit que finalement, les enfants appartenaient à l'État et pas à leurs parents. Oui, ça, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Non, mais ils ont un projet derrière. Oui, bien sûr qu'il y a un projet, mais bien sûr, parce qu'ils ont besoin, ils ont quand même, malgré tout, cette bande de voyous a quand même besoin de gens qui vont faire le travail. Eux, ils veulent gagner l'argent, mais ils ne veulent pas faire le travail, ils veulent que les petits esclaves le fassent. Mais pour que les esclaves soient consentants, il va falloir les former de façon à ce qu'ils ne puissent pas réfléchir intelligemment. Déjà par le langage, donc, déjà par appauvrir le langage. Ce qui fait qu'effectivement, on a depuis une grosse quarantaine d'années un travail de sape sur tout le système scolaire, à commencer par l'école primaire. Quand j'entends parler d'éducation sexuelle en école primaire, mais ça ne va pas à la tête. Mais il faut être malade, parce que là, on sort complètement des prérogatives de l'école primaire qui doit d'abord former des citoyens, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont un esprit... Et qui savent compter, lire, écrire, compter. Moi, j'éjecte tout ce qui est électronique, donc pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur avant la 6e. Et qu'on ait des enfants qui arrivent en 6e avec un peu plus de 200 mots de vocabulaire, et qui ne fassent pas des fautes d'orthographe tous les 2 lignes au bac. C'est effarant. Au-delà des résultats éducatifs, derrière, c'est simplement pouvoir concevoir des idées. Mais penser tout simplement. Penser de façon structurée et ne pas être seulement dans l'émotionnel. Bien sûr. Et donc être contrôlé par son ego avec Instagram ou et les émotions. Voilà. Et les émotions, c'est surtout parce que la politique aujourd'hui s'appuie sur l'émotionnel. Essentiellement. Et c'est là-dessus que s'appuie d'ailleurs la langue de bois, c'est de l'émotion. Quand il y a des lois liberticides, curieusement, c'est juste après un événement, de préférence dramatique, qui fait accepter au grand public des choses qu'en temps normal, il n'aurait jamais admis. On va passer à la dernière partie, à la dernière sous-partie de la deuxième partie, le sens des mots, monnaie et argent, avec cette histoire de porte-avions et cette histoire d'eau croupie. Alors voilà. Alors ça c'est intéressant. La monnaie, donc c'est un des éléments de la souveraineté d'un État, c'est battre monnaie. Mais la monnaie, c'est quoi? Alors, pourquoi est-ce que le discours des économistes sur les chaînes économiques, BFM Business et autres télépoubelles du même genre, ont des discours totalement abscons, et si vous n'avez pas un bac plus 25, vous y en comprenez rien. Et au bout de 30 secondes, ils vous ont enterré, vous passez à autre chose. C'est fait exprès. Pour nous faire lâcher le morceau, en fait. Vous faire lâcher le morceau parce que vous vous dites, et à juste titre d'une certaine maison, avec raison, il y a des gens qui font ça très bien, c'est des banquiers, c'est des professionnels, on va leur laisser faire. Ils ont les mains libres pour nous enfumer parce qu'on ne comprend pas leur discours.
Or, moi, je suis partisan du fait que ça doit pouvoir être compris dans ses fondamentaux. Qu'est-ce que la monnaie? Si je vous mets sur une île déserte, un caillou pelé au milieu du Pacifique, avec une montagne de billets de banque, mais il n'y a rien d'autre. À 360 degrés, il y a de l'eau. Qu'est-ce que vaut cet argent? Zéro. Rien. Il ne vaut même pas le prix du papier sur lequel il est imprimé, puisque de toute façon, vous ne pouvez rien acheter avec. Si par opposition, je vous mets au milieu du plus gros centre commercial de l'endroit, les magasins débordent de marchandises, mais vous n'avez pas un centime en poche. Vous n'êtes pas plus avancé. L'argent, c'est quoi? C'est la représentation de la valeur des choses. Ça doit être un pouvoir régalien exclusif, et je dis bien exclusif, et j'insiste là-dessus, exclusif de l'État, sous contrôle citoyen. Pas des banques privées comme actuellement? Absolument pas. Les banques privées ne sont pas là pour faire du service public, ils sont là pour faire de l'argent. Du profit. Voilà, l'État, c'est un service public dont s'est doté le citoyen, un organisme administratif qui va gérer ces genres de choses-là, qui va émettre la monnaie. Pourquoi est-ce qu'on va émettre de la monnaie? Si on n'a pas de monnaie, on va faire comment? Du troc. Mais à l'échelle d'un pays de 60, c'est peut-être faisable avec 10-15 personnes du troc. Hein, mais bon, tu fais des patates, il fait du poulet, lui il fait du bois de chauffage. À la limite, on pourrait presque gérer ça. Mais vous êtes 60 millions de personnes, et puis vous faites des tomates, et lui il fabrique des voitures, vous allez payer votre voiture avec des tomates? Ou inversement, c'est pas possible. Ou toi, quand t'es codeur informaticien, comme t'es codeur, voilà. Voilà. Bon, je vais faire, voilà, je fais un programme pour un producteur de tomates, mais je vais pas manger que des tomates. Bon, l'État va devoir créer la monnaie correspondant aux choses qui sont créées et retirer la monnaie correspondant aux choses qui sont détruites. Alors là, c'est très important parce qu'on tombe sur un exemple. Alors, on a un exemple. Un politicien a été reçu en entretien, je ne sais plus si c'était chez Bourdin ou un autre. Dis-le qui c'est. Parce que alors, c'était M. Asselineau. Voilà. Et que t'es de l'UPR quand même. Voilà, ben oui, je suis la petite l'UPR, broche, bien sûr. là, on voilà, voit. c'est vrai. À qui il a demandé, parce que Asselineau a soulevé un problème qui est vrai, c'est qu'on n'a qu'un seul porte-avions nucléaire actuellement. Avant, on avait le Foch et le Clémenceau. Il y en a un qui a été démantelé, l'autre qui a été vendu à l'Argentine. On a aujourd'hui le nucléaire qui est le Charles de Gaulle. Il en faudrait un deuxième, parce qu'il était rentré en maintenance pour 18 mois. C'est pas une maintenance, on va changer l'huile et puis on le sort dans 2 heures. Et il faudrait un deuxième porte-avions. Et là, la question alors, de journaliste, je ne sais plus si c'était Bourdin ou un autre, dit « Oui, mais attendez, combien ça va coûter ?» Et c'est la mauvaise question. Alors, la réponse, bon, qui n'a pas été celle qu'a donnée M. Asselineau, il ne pouvait pas la connaître. De toute façon, ce matériel-là, c'est des tarifs secret défense. Donc, il n'aurait pas pu le connaître de toute façon. Mais c'est la mauvaise question parce que la première question, c'est est-ce que j'en ai besoin? Là, de fait, j'ai qu'un porte-avions. En cas de maintenance, je n'ai pas d'autre porte-avions. Est-ce que je dispose des matériaux pour le faire? Je vais avoir besoin d'acier, de cuivre, de verre, etc. Est-ce que je les ai ou est-ce que je peux les obtenir? 3. Est-ce que je dispose des main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qualifiée pour le faire? Mais si j'ai répondu oui à ces 3 questions, la question du prix n'a aucun sens. Je crée une nouvelle chose. Il appartient à l'État de créer la monnaie correspondant à cette nouvelle chose. Et en parallèle, je désamiante le Foch ou le Clémenceau, je ne sais plus lequel des deux, pour le démonter en petits bouts et puis il passe à la casse. L'État retire de la circulation la monnaie correspondant à ce vaisseau qui disparaît puisqu'il n'a plus lieu d'être. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les choses et l'argent. Oui, mais la valeur du nouveau porte-avions est supérieure à la valeur de l'ancien porte-avions. Il y aura plus d'argent en circulation. Voilà, il y a une augmentation. Mais il n'y aura pas des équilibres entre les choses et l'argent, puisqu'il y a une chose qui vaut plus, puisqu'il y a plus de matériaux. Ah, il y a création de richesse alors, d'accord. Oui, il y a une création de richesse, en même temps qu'il y a une destruction. Donc, mais là, on met le doigt sur quelque chose d'important, c'est la création de richesse, l'argent qui fait de l'argent. Là, il faut sortir de ce système-là. Alors, l'argent ne doit pas créer d'argent, déjà. Alors, vous allez entendre ceux qui vont vous dire « Ouais, mais attendez, vous voulez faire marcher la planche à billets, ça va faire de l'inflation, on va tous mourir. » Ce qui n'est pas vrai. Ça va faire de l'inflation si on crée plus d'argent qu'il n'y a de choses, puisqu'effectivement, il va falloir que ça s'équilibre. Si je fabrique, je ne sais pas, je fabrique des verres comme ça. Un verre, il vaut 1 euro, j'en fabrique 10. Si les 10 euros ne sont pas en circulation, je ne peux pas les acheter, à moins de faire du troc. Mais si on part sur un système monétaire, il faut que j'ai 10. Si je casse un des verres, il faut retirer 1 euro. Sinon, mon 10 euros, il va falloir que je le divise en 9. Donc, il va valoir à peu près 1,10 euro pour que la quantité d'argent corresponde au niveau. Je monte le prix. Mais si, par exemple, je fabrique 2 verres de plus, mais que l'État ne fabrique pas les 2 euros supplémentaires, il va falloir que je baisse le prix pour que mon 10 euros corresponde, que je puisse acheter tous les verres. Alors, je ne suis pas économiste, je ne suis pas un expert, mais si les gens qui font ce genre de choses, des experts en monnaie,
Il y en a un que je rencontre ici occasionnellement, n'a pas tordu le nez quand je lui ai exposé ça, il s'appelle M. Christian de Boissieu, qui est un professeur émérite à la Sorbonne en économie en face, ici. Il m'a dit, il faut qu'on s'en reparle. Parce que s'il mettait ce génie à mettre au point les mécanismes sur une base que tout le monde comprend, ça veut dire que lorsqu'on légifère, si quelqu'un voulait présenter un projet de loi pour changer les systèmes monétaires à son avantage, il y aurait forcément quelqu'un qui s'en apercevrait, très vite. Et à ce moment-là, celui qui a fait le projet de loi, on le met en prison. On lui retire sa citoyenneté pour commencer, on le met en prison. Donc l'argent, c'est comme l'eau, ça doit circuler. Voilà, ça doit circuler. C'est comme de l'eau, exactement. C'est comme de l'eau. Si ça s'arrête, si ça stagne, elle va croupir, vous allez vous empoisonner avec. Ça doit souffrir. Donc, mais non, ça veut dire... alors, je veux faire de l'épargne. Alors, j'ai touché au loto, j'ai plein de sous. Je veux faire de l'épargne. Comment tu vois les choses? Alors, déjà, je ne rémunère aucun placement financier. Vous voulez faire de l'épargne, ainsi soit-il, achetez des biens tangibles. Achetez des louis d'or ou du foncier ou des meubles, des choses que vous pourrez éventuellement revendre plus tard parce que, bon, et puis vous les accumulez. Si c'est des pièces d'or, des pièces d'argent, ça se vend à la poste. Pas de livret A, pas de... Non, mais l'argent ne fait pas de petit. Vous prenez 2 billets de 5. Vous le mettez dans un coffre ce soir. Vous le rouvrez dans 10 ans et vous rouvrez la porte du coffre. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir 3 billets? Il va avoir fait des petits entre-temps? Vous allez avoir sur le casino de Wall Street, c'est bien ce qu'ils font avec l'argent des déposants quand même. Voilà, mais parce qu'il y a forcément un couillon quelque part qui l'a perdu. Ah, c'est comme du poker. Il y a tout non, le temps mais un c'est perdant. parce que c'est le jeu des spéculations. On achète plus, on paye plus cher, on paye moins cher, et puis il y en a un, il y a toujours un couillonné quelque part. C'est des chaises musicales, quoi. À un moment. Il y a forcément un couillonné quelque part si vous gagnez de l'argent avec de l'argent. Ou alors, tout ça, ça serait une énorme bulle de crédit et on fait semblant de gagner de l'argent. Mais parce que l'argent qui circule actuellement est un argent dette. Et ce qui est le plus grave, je le souligne à un endroit dans le livre, c'est que quand un pays emprunte de l'argent pour pouvoir exploiter ses ressources, c'est une aberration. Un État n'a pas à emprunter d'argent. Il doit créer son argent parce que par rapport aux choses qu'il produit. Quand j'entends un pays d'Afrique le Fonds monétaire international va prêter 1 milliard pour qu'il puisse exploiter ses mines. Mais ça veut dire de facto le Fonds monétaire s'approprie le produit des mines. Parce qu'ils demandent le remboursement de cet argent-là. À la Banque mondiale. Comme si l'argent leur appartenait. Alors qu'ils l'ont créé. Oui, non, mais alors qu'ils l'ont créé. Oui, ils ont créé quelque chose, mais à partir de rien. Ils disent ça m'appartient, mais qui correspond à la valeur de produits miniers. C'est un vol. Attends, Jean, tu sais très bien que ceux qui dirigent la planète, c'est les banquiers. C'est l'oligarchie bancaire et financière. Et ils veulent notre bien, ils font tout ce qu'il faut pour l'avoir. Ah, t'y crois pas à ça? Ah oui, non, pas une seconde, non. Parce que Extinction Rebellion, ils étaient prêts. C'est qu'ils veulent notre bien, oui. Non, mais que les banquiers veulent notre bien, ça j'y crois, oui, absolument. Et je sais qu'ils font tout ce qu'il faut pour l'avoir, nous le piquer. Oui. Donc finalement, est-ce que le commerce de l'argent, c'est tellement stratégique que ça doit être sous le contrôle de l'État? Impérativement. Moi, je retire à tout organisme financier privé le droit de créer de la monnaie à partir de rien, d'une part, et de prêter de l'argent qu'elle ne possède pas en propre. En plus. C'est-à-dire que même s'ils ont en propre 10 euros, il n'est pas question d'en prêter 100, ni même 11. Vous avez 10 euros, vous pouvez prêter 10 euros. Ainsi soit-il, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais interdiction de prêter de l'argent que vous n'avez pas. C'est le Glass-Steagall Act, en fait, c'est la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt. Là, on va mettre son salaire. Non, mais de toute façon, avec un tel système, la banque privée ferme. Je renationalise le système bancaire complet. Et parce que c'est un service public. La création d'entreprises sur... J'ai un organisme d'État qui est dédié à ça. Je crée... en open source non, mais transparence, commission citoyenne pour auditer tout ça. Mais de toute façon, c'est le citoyen qui va décider. Et là, ça nous amène à la troisième partie. On va arriver dans la partie intéressante de la démocratie. L'idée générale du livre. Mais bien sûr, parce que dans la démocratie, c'est le citoyen qui décide. C'est pas l'État. Alors, ça nous amène à ton concept de l'agora communale. Alors, l'agora, je vais partir du concept, je vais rediviser après. Mais l'agora générale, c'est... je pars de l'image générale qu'on connaît plus ou moins de l'agora citoyenne d'Athènes il y a 2500 ans. Sur les 2 siècles que ça a duré, il y a eu entre 30 et 60 000 citoyens. Il y avait un quorum très important, mais qui était un quorum de 6 000 citoyens. Donc s'il n'y avait que 5 000 qui étaient rassemblés, il n'y avait pas de débat. Mais aujourd'hui, dans une nation qui a 60 millions de personnes, même si on compte que les citoyens actuels qui ont droit de vote, ça fait 45 millions de personnes, on ne peut pas faire une agora de 45 millions, c'est ingérable. Mais je le subdivise au niveau local, au niveau de la commune.
Pour les petites communes, c'est 1 agora. Mais pour des communes plus importantes, un arrondissement de Paris, je vais le subdiviser en 3, 4, de façon à avoir des entités qui soient humainement gérables. Combien à peu près 1000, 2000? Ça peut être 3 4 000, 5 000. 3500. Mais oui, ça mais fait parce beaucoup quand même là. Oui, mais parce qu'il va y avoir un quorum, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas participer et que j'ai quand même besoin d'un quorum. Donc il faut que j'ai un quorum suffisamment important, mais dans une unité. Mais ça ne va pas nécessairement être des lieux physiques non plus. Parce que sinon, ça va prendre des budgets absolument pharaoniques pour construire 36 000 agoras. Oui, non, mais alors là, on touche aussi à un point du municipalisme libertaire. Murray Bookchin, pour ne citer que lui, qui dit que le citoyen, enfin, il y a l'habitant et le citoyen. Et le citoyen, en fait, doit faire un effort pour participer. Il doit s'investir. Et rester à la maison, cliquer, clic droit, clic gauche pour voter, c'est pas suffisant. En fait, ça, c'est un truc de consommateur. Il faut véritablement, après, sur des enjeux qui sont très locaux et qui le concernent directement, certes, via éventuellement rémunération pour son temps passé pour le bien commun, parce que c'est du temps que lui, il prend sur son temps de loisir, son temps familial ou de travail, pour passer à faire des lois déjà communales, mais déjà peut-être aussi le récompenser, le payer, peut-être en monnaie locale. Bon là, c'est un autre débat, mais le fait d'être chez soi et par un clic, finalement, donner son approbation... Mais non, parce que d'abord, il va falloir donner... Non, non, c'est pas ça. Non, 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 non. Alors, encore une fois, citoyen, c'est pas mettre un bout de papier dans une urne. Ça va bien au-delà. C'est définir la loi. Le citoyen définit la loi, puisque c'est le citoyen, le pouvoir définit et fait appliquer la loi. Or, dans une démocratie, c'est le citoyen qui a le pouvoir. Il légifère. Il légifère. Lui-même. Mais il va légiférer dans quelles conditions? Et pour vous représenter la chose, il faut revoir l'essence de la loi. Imaginez une petite communauté, 150-200 personnes, tout le monde s'entend bien. Vous n'avez pas besoin de loi. C'est à partir du moment où vous avez un des membres de cette... Attendez. C'est la loi naturelle. Enfin, c'est le bon sens. C'est le... Oui, le commun on va dire ça. Ouais. On va dire ça. Mais à partir du moment où vous avez un individu qui va commencer à abuser des autres, collectivement, vous allez vous dire, non mais attends, ça c'est pas correct. On va établir une règle, ça tu ne peux pas le faire. C'est la loi que tout le monde s'accorde à faire. Mais on va le faire une fois de temps en temps. On ne va pas légiférer tous les jours. On ne va pas siéger. On pourra à la limite siéger à peu près autant que le font les députés actuellement. Hein. Actuellement, ils sont avec un taux d'absentéisme. Une fois que la base est faite, il y a un énorme travail au départ pour tout établir. Oui, voilà, on établit le socle de base et qui n'a pas non plus nécessairement besoin d'être énorme. Et après, c'est au cas par cas. Bon, au niveau de la commune, vous allez faire une réunion peut-être mensuelle ou tous les 2 mois parce que vous allez décider qu'il faut faire un rond-point ou il faut faire une bretelle de contournement parce qu'il y a l'école, c'est dangereux, ou pas. Mais c'est le citoyen qui va décider. Et donc là, le maire, il devient quoi Alors le maire, il redevient l'exécutif. Même au niveau de la nation d'ailleurs. Parce que alors, j'ai subdivisé au niveau de la commune. La démocratie part de là, c'est la commune locale. Et après, les débats peuvent éventuellement être étendus plus largement au niveau du département, voire de la nation. Et le représentant qui est un représentant parlementaire, j'en fais un coordinateur, il n'a pas la voix au chapitre à ce titre dans les débats, ni dans les propositions. Dans sa commune à lui, comme citoyen de sa commune, il a parfaitement le droit de participer, de débattre, de proposer des projets. Hein, très bien. Mais comme coordinateur, d'abord, il est désigné, il n'est pas élu, il a une rémunération dans ce rôle-là, mais ce n'est pas des émoluments de ministre. Donc c'est quoi, c'est salaire médian à peu près? Oui, ça c'est un salaire qui lui permet de vivre décemment, comme tout le monde. On ne va pas leur faire des ponts d'or parce que c'est un représentant. Hein. Alors tu sais que ce qu'ils disaient pour se défendre, tu sais, les sénateurs et les députés, quand on leur disait mais quand même vous touchez tellement de fric pour roupiller, ils disaient oui mais écoutez, si vous ne nous payez pas, on va être tenté d'être corrompu. Hein. Donc allonger les bifetons. Donc voilà, c'est ça. C'est bon. En fait, c'est une mentalité à changer, quoi. C'est l'homme nouveau. Non, mais parce qu'on a affaire aujourd'hui à des gangsters. Faut dire ce qui est. Ce sont pas des gens corrompus. Et sans la classe, en fait, sans la classe des anciens gangsters. Voilà, ils ont même plus la classe. C'est juste des goreks. Voilà. Bref, toujours est-il que l'idée générale, c'est ça. C'est le citoyen légifère et il n'y a pas besoin de légiférer sur tout et n'importe quoi. La loi. L'essence de la loi, je disais donc, si vous êtes dans une petite communauté, il n'y a pas de loi, tout va bien. Quelqu'un abuse, on décide qu'on établit une règle. Ça veut dire que l'essence de la loi, elle n'est pas là pour obliger ou interdire quoi que ce soit, elle est là pour protéger les gens. Il y a un point qui est important, toi aussi, tu es contre l'instantanéité en fait, des débats. Oui. Tu veux que les textes soient déposés à l'avance
3 jours à l'avance pour que les gens aient le Alors, temps de le ruminer, de Je dormir dirais, dessus? alors pas nécessairement 3 jours, ça peut être même une semaine ou 3 semaines, ça va dépendre en fait. Bon, l'idée c'est que les débats à froid non préparés, c'est un nid à sophistes. Alors, les sophistes, Les c'est les beaux sophistes, parleurs. c'est des beaux parleurs, des gens qui ont des idées plus ou moins valables, peu importe, mais qui parlent bien, qui impressionnent leur monde et qui font qu'il y a beaucoup de gens qui, bah, ils aimeraient bien participer, ils diraient, mais finalement non, ils causent bien, je vais laisser faire. Et ça, c'est la porte ouverte à tous les abus, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais non, mais c'est bien ce qu'il fait, tiens, je vote. Et ça, je voudrais l'éviter parce que il va quelquefois se dissimuler dans les propositions des vices qui ne vont apparaître qu'à plus long terme. Si le texte est déposé, alors il faut se doter d'un outil, il faut définir collectivement un délai avant l'Assemblée, avant un texte, et puis après éventuellement se garder un peu de temps pour qu'il puisse être déposé des amendements ou un contre-argumentaire, bon peu importe. Et on dépose, et à ce moment-là, tout le monde peut, est notifié, reçoit le texte, peut le lire, s'en emparer, se l'approprier, y réfléchir, se documenter. S'il y a un sophiste qui a glissé quelque chose de tordu, il y a forcément quelqu'un dans la population qui va s'apercevoir qu'il y a une embrouille. En Et il va intelligence pouvoir- collective, Voilà, ça va l'intelligence collective des ronds-points est extraordinaire, ça a été souligné par Étienne Chouard. C'est de là que c'est sorti le RIC, même si ce n'était pas une idée qui était neuve, puisque ça avait déjà été proposé, notamment par Asselineau, d'ailleurs, c'était dans son programme de 2012. Mais le RIC est sorti des ronds-points du côté de Toulouse, je ne Alors, sais tu as plus. fait un peu la pub pour Asselineau, d'accord? Oui, oui, non, non, mais parce que bon, c'était dans le rond-point. C'est des choses qui sont sorties. Et les Gilets jaunes, je ne suis même pas du tout convaincu qu'ils aient repris ça des programmes d'Asselineau. Hein. Non, Il y en non, a- non, non. Les trois quarts ne le savaient pas. Alors, je peux te dire que, en tout cas, au niveau du rond-point de Montlhéry sur la RN20, le concept de RIC est passé par des figures médiatiques Oui, de gars qui étaient gilets jaunes et qui ont commencé à diffuser le RIC. Et ça a été adopté par contre extrêmement rapidement Oui. comme une évidence Oui. par tout le monde. Voilà. Oh putain, mais c'est bien sûr, mais c'est une putain d'évidence. oui, Et donc voilà, donc grand merci à celui-là qui Voilà. a fait le boulot de monter le niveau global, parce qu'à partir de là, on a commencé, nous, au niveau des ronds-points, à pouvoir identifier, à se dire, mais en fait, il ne faut pas rester dans l'écume des choses, il ne faut pas rester dans les conséquences Bien de sûr. toute la merde qui nous environne, il faut gratter à la cause des causes, des causes. Et donc là, on est sur du radix, la racine Oui. radicale, tu vois, la radicalité de la mais pensée. c'est pour ça que je vais même plus loin, moi, parce qu'en fait, finalement, le RIC sous-entend qu'il y a un pouvoir sur lequel vous avez un contrôle limité, alors que si on passe à l'agora, là, c'est l'État carrément Ah, bien beaucoup sûr. plus loin, c'est que là, l'État, il n'a plus de pouvoir sur personne. Bien sûr, le RIC c'est fait pour contrôler des voleurs et voilà, des voleurs et des gangsters de Voilà, mais là, de bas en fait, niveau. là, c'est là, je contrôle Ouais, la loi. Bien sûr. Oui, là C'est tu vas plus loin en fait. Je vais carrément tu vas plus à l'autre loin. bout. Alors, je vais être honnête, je ne m'attends pas à voir ça de mon vivant. Hein. Ça va être du temps, il va y avoir une transition. Attends, c'est du municipalisme libertaire. Oui, T'es peut-être. un libertarien finalement. Ça doit être vrai, je sais pas. Tu es l'anarchiste de l'UPR. J'ai jamais été étiqueté. Voilà, je dois être l'anarchiste de l'UPR. Voilà, Monsieur Asselineau, mes salutations. Si vous voyez ça, ne sursautez pas trop. Mais tu sais, au-delà des. Quand tu travailles pour le bien commun, quand tu mouilles le maillot pour le bien Oui. commun, que ça soit en opération, à faire des reportages, Oui. sur les ronds-points, sur les péages, enfin, n'importe où, derrière un écran, à réfléchir, à écrire des bouquins, bah, on arrive toujours sur les mêmes choses. Oui, parce que On converge, et on on revient converge à sur l'idée les mêmes de choses. l'intelligence collective Et le bien commun. qui fait qu'effectivement L'intérêt collectif doit être supérieur à l'intérêt individuel. Et ce qui fait aussi ces convergences, c'est une convergence des valeurs aussi, qui se coordonnent de toute façon. Les valeurs morales des gens font que la logique après amène. Ah bah là, on a dépassé le matérialisme, le consumérisme, Oui, mais l'égocentrisme. Oui, Là, mais- on est oui, mais, sur le... mais ce sont des simples valeurs morales, mais simplement déjà pas nuire à autrui. Et puis après, les valeurs de coopération, de travail en commun, de partage. Ou alors, parce que là, c'est la définition, c'est une des choses que je dis après, c'est que finalement la démocratie, elle a ce petit point qui est fragile, c'est que si vous avez une majorité de gens qui appuient leurs valeurs personnelles sur la vertu, vous allez pouvoir construire quelque chose d'harmonieux. Mais si vous avez cette majorité qui s'appuie sur des valeurs de vice, dans tous les cas de figure, ça va finir en chaos. Là, tu parles de la responsabilité de chacun, finalement, là, par rapport... Oui, parce que j'invite que chacun à prendre sa part. Alors, je suis bien tu nous conscient invites à que- l'autocritique?
Comme Mao, tu sais, avec la... D'une certaine manière, je dirais, je voudrais que les gens ne se fassent pas une montagne des réformes à faire. Personne, ni moi, ni aucun d'entre nous autour d'ici, ni personne nulle part, ne pourra changer les choses tout seul. Ça, on le sait d'ores et déjà. Il ne faut pas essayer de vouloir changer les choses tout seul, mais si chacun apporte sa pierre, c'est la parabole du colibri. Moi, je dis, si chacun apporte sa pierre, même si c'est une petite pierre. En France, on est 45 millions. Les 45 millions de pierres, on va faire... On est 68. Oui, non, mais avec les enfants, les en bas âge, les vieillards, etc. Bon, mais si vous enlevez que vous gardez que les citoyens, ça fait 47 millions. Mais 47 millions avec une petite pierre, on va faire un mur cyclopéen avec ça. 47 millions, donc c'est les 47 millions de votants. Oui. D'accord. Okay. Mais même de citoyens, parce que bon, vous allez avoir 47 millions de citoyens après. Ça se mérite ou pas d'être citoyen? Alors, ça si t'es passif et si t'es dans une mentalité de victime, de quémandeur perpétuel, pour moi, d'assister... Pour moi, c'est un privilège auquel se rattachent les droits, certes, mais des devoirs. Notamment, par exemple, on doit être prêt à défendre la nation. Alors, je vais passer pour un facho extrême en parlant de la nation pour certains amateurs, là. Mais encore une fois, c'est le sens des mots. Être prêt à la défendre, ça veut dire que quand Chirac a supprimé le service militaire, il a fait une absurdité. Il est vrai, à sa décharge, que quand moi j'ai fait mon service militaire à l'époque, puisqu'il existait encore, il ne m'a jamais été présenté comme étant une partie intégrante rattachée à ma citoyenneté. La citoyenneté, je l'avais de toute façon. D'accord. Or, là, ce que je verrais assez bien, un peu sur le modèle athénien d'ailleurs, c'est que le citoyen devait être prêt aussi à la guerre pour la Grèce. Donc en fait, c'est le modèle Sparta, quoi, des Spartiates qui sont prêts à défendre... Sparte a dû employer un système similaire. Moi, je parle d'Athènes. Sauf les slips rouges. On garde tout, sauf les slips rouges, finalement. On va dire ça comme ça. Mais je dirais, alors, on n'est pas obligé de faire un service qui soit obligatoirement militaire, parce que, bon, d'abord, on peut le laisser accéder aux femmes. Et puis, pour les objecteurs de conscience qui ne veulent pas toucher aux armes, ainsi soit-il. Mais il y a un service public de défense de la nation ou d'aide à la nation, ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être chez les pompiers, ça peut être chez les gendarmes, ça peut être dans d'autres, il peut y avoir d'autres idées. C'est encore une fois à débattre en agora. Faut mouiller le maillot pour le collectif. C'est indispensable. Je dirais être prêt à mériter de la nation et de pouvoir avoir, je dirais, pouvoir justifier des choix qu'on va faire politiquement après. Et quelqu'un qui après ça, dans sa vie d'abord, il aura gagné sa citoyenneté, il ne l'aura pas eu comme ça, on ne lui aura pas donné comme on donne un paquet de chewing-gum à quelqu'un. Et ensuite, s'il viole la loi dans certains degrés, dans certains cas... La loi écrite par le peuple. Hein, écrite par lui-même, on lui retire la citoyenneté, le privilège de la citoyenneté lui ouvrant par exemple... Alors c'est encore une fois, c'est des idées, hein, vous vous en emparez, vous vous dites c'est bon, c'est pas bon, vous en formulez une autre, c'est bon. Moi, l'idée que je vous propose, c'est ça. La citoyenneté vous donne accès... vous ouvre les portes pour l'administration publique, par exemple, ou les postes publics, même au niveau dans les ministères et tout ça. Vous violez la loi, on vous retire la citoyenneté, le poste, il saute. Vous pourrez la regagner, mais il va falloir faire preuve de votre bonne foi. Et donner des gages de bonne foi qui va faire qu'on va vous accorder à nouveau la citoyenneté. Mais des cas comme le maire de Levallois, dont on... Non, on va pas en parler, c'est trop facile. Des gens là, comme on tire sur une ambulance, c'est... Voilà. C'est pas gentleman. Et c'est pour ça que quand j'entends l'histoire de « ouais, mais le casier judiciaire vierge », non, je me règle le problème, il n'y a pas d'histoire de casier judiciaire vierge. La citoyenneté, tu n'as pas de citoyenneté, tu ne peux pas être élu, point. Et tu ne peux pas avoir de mandat. Mais il ne serait pas représentant non plus pour les agoras. J'ai essayé, si vous voulez, c'est intéressant, à travers tout ce cheminement, d'essayer d'avoir une cohérence globale d'ensemble. La démocratie n'existe pas. Il y a les mots qui ont impérativement un sens qu'il faut employer dans le sens juste. Si ils n'expriment pas exactement ce qu'on veut dire, c'est qu'il doit exister un autre mot qui le dit. Il faut essayer de chercher et trouver ce mot. Il faut réapprendre. Et alors, les enfants, lâchez la télé, prenez un livre. Parce que c'est infiniment plus enrichissant. Et puis apprenez à réfléchir. Alors, pour ceux que ça intéresse, il existe en anglais. Il a été traduit par une de mes belles-sœurs qui est américaine, donc c'est parfaitement traduit. Il est difficilement disponible en librairie. Il est en auto-édition. Donc il faut aller sur un site qui s'appelle thebookedition.com. Attends, bouge pas. C'est une entreprise française, comme son nom ne l'indique pas.
Book Edition. thebookedition.com. Thebookedition.com. Ok. Et Voilà. ça, c'est français. Et Ça, c'est à... français, c'est à Valenciennes. À Valenciennes. Alors, c'est de l'auto-édition. Si votre libraire est inscrit comme libraire, il peut l'accéder par là, mais s'il ne l'est pas, bon, vous l'aurez en ligne. Il est disponible en papier ou en numérique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Bah, citoyen Jean Moulinet, merci pour ton temps. C'est moi qui vous remercie. Peut-être un mot de la fin, une phrase de fin. Est-ce que tu es d'accord avec mort à la dette odieuse et illégitime, vive le bien commun? Ah oui, absolument. Mort Oui, à la oui, dette alors? La dette doit disparaître, elle n'a pas lieu d'être. Mort à la dette alors les amis, voilà. Ah oui. Ah ouh, montez Ah des oui. équipes et mort à la dette. Merci infiniment.